Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dans Durkheim, que vous avez invoqué plusieurs fois, il disait tout le temps l'inconscience et l'histoire. Et en fait, ce que j'essaie de faire, je parle constamment de socio-analyse ou au fond de psychanalyse sociale, j'essaie de faire surgir par l'analyse ces choses que nous avons intériorisées, qui sont entrées dans nos cerveaux, dans nos corps, etc., et qui sont de l'histoire. Alors cette histoire, elle est de deux ordres. Enfin, il y a d'une part l'histoire individuelle, enfin, nous apprenons des foules de choses sans le savoir, en fréquentant des gens, en habitant des espaces plus ou moins meublés, par exemple, meublés de façon différente, etc. Et il y a aussi dans cet espace que nous habitons, tout un dépôt historique. Bon. Et ce dépôt historique, moi je le cherche dans l'instant. Bon. Et au fond, je pense que sur ce plan-là, nos travaux sont tout à fait complémentaires. Par exemple, bon, prenons les attitudes à l'égard du temps. C'est une chose qui a beaucoup préoccupé les historiens, qui a beaucoup préoccupé les sociologues. Comment pensons-nous l'avenir? Est-ce qu'il y a différence selon les sociétés dans la façon de se situer par rapport à l'avenir, etc. Bon, je pense que le travail que vous faites en étudiant la genèse sociale, la naissance, le développement des institutions de crédit, de toutes les techniques qui permettent de maîtriser l'avenir, de se comporter dans le présent en fonction de l'avenir très éloigné, etc., ce développement permet de comprendre ce que le sociologue saisit à un certain moment, à savoir que les gens, selon leur rapport au crédit, selon leur classe sociale, par exemple, selon qu'ils sont en haut de la société ou en bas, auront des attitudes à l'égard du temps différentes. Bon. Autrement dit, je pense que l'historien est une espèce de psychanalyste. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est une chose, je pense, qui est souvent mal connue. Enfin, je pense que l'historien nous apprend beaucoup plus sur notre inconscient, sur ce que nous avons de plus caché, etc. Il me semble que dans la plupart des analyses, soit des analyses de type proprement philosophique, soit dans des analyses plus politiques, sinon des analyses marxistes, la question du pouvoir avait été relativement marginalisée. Simplifiée. Ou en tout cas, c'est ça. Ou en tout cas, simplifiée. Ou bien il s'agissait de savoir quels étaient les fondements juridiques pouvant légitimer un pouvoir politique, ou bien il s'agissait de définir le pouvoir dans une fonction de simple conservation ou reconduction de rapports de production. Oui. Alors, il s'agissait de la question philosophique du fondement ou de l'analyse historique de la superstructure. Ceci me paraissait insuffisant, m'a paru insuffisant pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que je crois, et un certain nombre de choses dans des domaines un peu concrets, j'ai essayé d'analyser, le montrent, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus profondément implantés qu'au simple niveau des superstructures. Bon. Deuxièmement, la question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas L'échange à est partir un de... leurre, l'échange est une illusion, mais nous voulons, nous, la mettre en place. Nous voulons, et tout nous porte à faire que tout puisse s'échanger. Les idées, les mots, les marchandises, les biens, les hommes, les individus, que la mort elle-même puisse s'échanger contre quelque chose et tout. Bon, et c'est une façon d'échanger que de trouver des raisons pour tout, de trouver des causes, de trouver des finalités et tout. Ça, c'est un mode de l'échange. C'est-à-dire que tout ce qui est lieu est sa référence, son référent possible, son équivalent possible quelque part. C'est-à-dire un échange en valeur contre quoi que ce soit, mais que ça puisse s'échanger. Ce qui ne s'échange pas, c'est la part maudite pour aller très vite selon Bataille, et c'est mal, enfin il faut la réduire. Alors moi je pense qu'au contraire, cet échange impossible, il est partout en dépit de tous nos efforts. Si on prend par exemple l'économique, bon, qui est par excellence le lieu de l'échange où tout en principe s'échange. Et c'est vrai, à l'intérieur de la logique économique, dans la circonscription du monde économique, tout est échangeable. Par principe, n'y entre que ce qui peut s'échanger, etc. Mais l'économique lui-même, la sphère économique, prise dans sa globalité, elle n'est échangeable contre rien. Et il n'y a pas d'équivalent de l'économique, il n'y a pas de méta-économique contre lequel il serait échangeable. Il n'y a pas une finalité ultime au-delà, dans le monde, quelque part, contre quoi l'économique en tant que tel pourrait s'échanger. À l'intérieur, tous les échanges sont possibles, mais il n'y a pas une autre chose contre laquelle on pourrait en valeur s'échanger. Et ça, c'est peut-être, on peut le dire, mais en poussant à la limite du monde lui-même.